Bienvenue dans la deuxième partie du débat de France 24 consacrée ce soir à cette visite de François Hollande aujourd'hui à Calais. La première visite du président français depuis le début du quinquennat dans cette ville. Il a promis le démantèlement complet d'ici la fin de l'année du camp de migrants qu'on appelle la jungle, où s'entassent entre 7 000 et 10 000 migrants selon les comptages des associations. Je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'avait à dire aujourd'hui le président de la République. Je veux dire que l'État a fait son devoir et continuera à le faire tout au long de la période du démantèlement de Calais et même après, pour que ne se reproduisent pas les situations que l'on a connues à d'autres époques, quand avaient été démantelés des camps qui se sont ensuite reconstitués ou quand les personnes se sont dispersées, ajoutant à ce moment-là l'inorganisation à l'insécurité. On en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France, également secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. On est ravis de vous recevoir. En plateau également Pierre-Yves Bournazel, qui est conseiller de Paris et conseiller régional Île-de-France pour les Républicains. Bonsoir. Également porte-parole d'Alain Juppé. Bonsoir. On écoutait François Hollande à l'instant, Hélène Conway-Mouret. Le gouvernement a fait son travail. Et pourtant, il a fallu attendre d'être à quelques mois de la présidentielle et vers la fin du quinquennat pour que le président fasse ce déplacement. N'aurait-il dû pas le faire avant ? Je crois que le président s'est déplacé à Calais à un moment où le gouvernement était en capacité de faire une proposition à la fois concrète, ne pas être dans l'annonce, puisque nous entrons dans une période électorale où il est facile, en effet, de faire des annonces, même si les résultats ensuite ne suivent pas, mais de montrer que le sujet est trop sérieux et que, finalement, c'est le résultat de plusieurs mois de travail, notamment du ministre de l'Intérieur, mais aussi de la ministre du Logement, pour pouvoir apporter une solution qui s'inscrit dans le temps et qui apporte, finalement, une réponse, mais pas une réponse de passagère, une réponse qui va permettre en effet à la France, enfin, je dirais, de pouvoir proposer des conditions d'accueil dignes de notre pays, alors que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Pierre-Yves Bournazel, c'est une situation compliquée. Il fallait s'entendre avec les autorités britanniques. Il fallait pouvoir trouver un plan concret qui puisse permettre d'offrir justement cet accueil digne. On l'a entendu dans la bouche du président aujourd'hui. Ça n'était pas une chose facile. On peut comprendre que ça a été compliqué à organiser. Certainement compliqué à organiser, puisque la question de la migration, en deux mots, est la question du XXIe siècle. La migration du réfugié qui fuit la guerre, d'autres qui sont des migrants économiques qui fuient la faim, d'autres pour des questions de climat. Et c'est la grande question du XXIe siècle. C'est une question très complexe, humaine, et qui demande de sortir du dogmatisme et d'essayer de trouver des solutions. Des solutions de court terme qui doivent allier l'humanité nécessaire et la dignité vis-à-vis de ces personnes qui sont en difficulté, en souffrance, l'efficacité aussi de nos politiques publiques afin de favoriser le droit d'asile pour ceux qui pourront en bénéficier, mais aussi, il faut l'assumer, la fermeté, c'est-à-dire la reconduite aux frontières de tous les migrants illégaux qui n'ont pas bénéficié du statut du droit d'asile. Alors, le calendrier, évidemment, je constate que le calendrier est un peu étrange, je ne suis pas le seul à le faire, mais le président de la République est encore président de la République jusqu'à nouvel ordre, jusqu'en mai prochain, et que donc son devoir, et le devoir du gouvernement, c'est d'essayer de trouver des solutions. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que nous devons, en France, parler de ce sujet. Ce sujet ne peut pas être étouffé par d'un côté l'angélisme et de l'autre le populisme et la démagogie. Il faut chercher des solutions. Et je reviens à mon idée, humanité, efficacité et fermeté. Ça doit s'appliquer à Calais comme dans les projets que nous devons avoir de manière globale en France, et notamment aussi à Paris, qui est une porte d'entrée, on le sait aussi, pour toutes les migrations. Le problème, c'est qu'on a tardé justement à avoir ce dialogue, cette réflexion, à mettre en œuvre une politique qui soit, comme vous le disiez, humaine d'un côté, efficace de l'autre, et on entre en période électorale. Il va être très difficile, Hélène Conway-Mouret, d'avoir cette discussion, d'organiser ces choses-là de façon claire, de façon organisée, de façon constructive, sans tomber dans l'excès, justement, des proclamations des uns et des autres à l'approche de l'élection présidentielle. Oui, enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, les candidats ont un devoir de responsabilité
je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience que les Français ne veulent plus de promesses qui ne sont pas tenues. Ils sont réalistes, ils ont des valeurs républicaines sur lesquelles eh bien, notre société est basée, et ils sont capables d'être pragmatiques, réalistes quand on leur explique une situation. Et moi, ce qui me choque énormément pour être allé dans des pays où les réfugiés sont beaucoup plus nombreux qu'en France, ils dépassent le million dans un petit pays comme la Jordanie, comme le Liban. C'est 1 personne sur 6 qui est réfugiée dans ces pays-là. La Tunisie, c'est 1,2 million de réfugiés qui viennent de Libye. On n'entend pas dans ces pays de polémiques qui sont poussés jusqu'à l'hystérie, et c'est le cas en France, avec un vocabulaire et une surenchère sémantique qui est absolument choquante, où on parle d'invasion, on parle de submersion. Enfin, de quoi parle-t-on? Nous parlons de 30 000 personnes que la France est prête à accueillir sur son sol, quand d'autres en accueillent plusieurs millions, alors qu'ils n'ont pas les capacités ni économiques, ni, j'allais dire, d'espace pour le faire. Donc moi, j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité des politiques d'essayer d'avoir un peu de retenue dans le débat qui est légitime, qui est bon pour faire vivre notre démocratie, mais de se dire qu'il y a des sujets suffisamment sérieux, et je suis tout à fait d'accord, le 21e siècle, c'est le siècle en effet du changement climatique et des migrations et de sujets auxquels il faut commencer à apporter des solutions maintenant, mais de façon raisonnable et posée et loin de l'hystérie du débat. Avez-vous été choqué par le ton de cette campagne de la primaire de la droite qui commence? Écoutez, moi ce que je souhaite, c'est qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on soit efficace. Et qu'on n'essaye pas de faire des effets de manche dans des meetings, mais plutôt d'essayer de trouver des solutions sur des problèmes particuliers. Alors il y a le court terme, c'est-à-dire que ce soit des réfugiés qui fuient la guerre ou des migrants économiques, le temps qu'ils sont sur le territoire, certains auront vocation à rester les réfugiés, d'autres certainement à être reconduits, le temps qu'ils sont là, les accueillir de manière humaine et digne me paraît à la hauteur de l'ambition de la France. Donc ce sujet doit être posé, l'humanité, la dignité de l'accueil. En revanche, la recherche de l'efficacité, j'insiste beaucoup là-dessus, doit être totale, parce que, évidemment, la pire situation, c'est lorsque les personnes ne savent pas ce qui va leur arriver. Donc, accélérons les procédures de droit d'asile, harmonisons d'ailleurs le droit d'asile à l'échelle européenne, et en même temps, soyons fermes vis-à-vis des reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont nécessaires, elles doivent se faire de manière rapide. C'est aussi le respect qu'on doit aux personnes. Et soyons fermes sur les réseaux de passeurs et des mafias qui profitent de la misère humaine pour se faire du fric, parlons clairement. Et puis enfin, un autre sujet que je voudrais mettre sur la table, c'est le sujet du long terme. Le sujet du long terme, ça veut dire de trouver des solutions sur les problèmes des réfugiés qui fuient la guerre. Comment traite-t-on ces conflits? Quelle action la France et l'Europe doivent-elles mener dans ces pays-là? Préparons aussi l'après-guerre, parce que c'est un vrai sujet si on ne veut pas que ça recommence. Et puis sur la migration économique, il est aussi là nécessaire d'évoquer la politique de coopération. La France et l'Europe doivent avoir une vraie politique cohérente de vision de politique de coopération pour maintenir un certain nombre de populations dans leur pays d'origine, par l'accès à l'eau, l'accès à une nourriture de qualité, l'accès à l'école, l'accès à la formation. Si nous nous désintéressons de l'avenir de ces pays-là, alors il ne faudra pas s'étonner d'avoir des migrations en Europe et en France. Il faut aussi s'occuper sur place de la politique de coopération, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Vous faisiez la remarque sur les chiffres, et c'est vrai que la France a accueilli, même si on reste à l'intérieur de l'Europe, beaucoup moins de migrants que par exemple l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que la France aurait dû faire preuve d'un plus grand esprit de solidarité par rapport à cette crise migratoire qui a suivi le conflit en Syrie? Est-ce qu'on aurait dû faire plus? On peut toujours faire mieux et on peut toujours faire plus, c'est vrai. En même temps, je crois que malheureusement, le grand élan de générosité de la chancelière Merkel a créé un appel d'air. Et l'arrivée massive de migrants, en tout cas de façon très soudaine, et peut-être pas ce qui a été de plus heureux. Et on voit qu'aujourd'hui, l'Allemagne a du mal à absorber le nombre, tout simplement, de migrants, en pensant qu'en effet, ils avaient besoin d'un apport, notamment de main-d'œuvre qualifiée, qu'ils savaient pouvoir trouver en Syrie, en occultant complètement que ces gens avaient quand même subi des traumatismes terribles,
quelques années de guerre et qu'il ne parlait pas forcément allemand et qu'il faut quand même du temps pour pouvoir s'insérer, s'installer avec les quelques problèmes ensuite qui ont surgi. Donc moi je pense que la France a toujours été généreuse, c'est une terre d'accueil, nous avons une migration continue. Là aussi, je crois que le ministère de l'Intérieur a un devoir de montrer les chiffres, les vrais chiffres. Il y a à peu près un mouvement de 300 000 personnes qui arrivent chaque année sur le sol. Parmi ces 300 000, d'ailleurs, il y a aussi des expatriés qui rentrent. Et il y en a pratiquement autant qui partent. J'ai fait une tournée puisque je représente les Français de l'étranger. Donc, nous avons parmi ces Français un grand nombre de binationaux aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'en Afrique du Nord, il y a un grand nombre de binationaux qui sont nés souvent en France, qui ont étudié en France, mais qui sont aussi algériens, marocains, tunisiens. Et on en parle beaucoup moins. Et qui, à un moment, voient des opportunités, notamment économiques, dans leur autre pays, et qui aujourd'hui s'installent dans cela, d'où l'augmentation et la pression que nous avons sur nos écoles. Donc je crois qu'il faut cesser de penser qu'il y a ce mouvement continu qui vient simplement vers la France, ou qui devrait venir plus vers la France, alors que la répartition peut se faire, et c'est ce qui est proposé par le président de la République aujourd'hui. Vous parlez de solidarité, mais qu'elle commence sur le territoire national par un accueil de quelques dizaines, voire centaines de réfugiés dans des centres, dans des conditions dignes, sereines et ainsi de suite. Et ensuite, en effet, parlons de solidarité au niveau européen. Mais là, je crois que nous avons besoin d'une coordination et de ne pas se dire que les uns doivent tout faire et les autres doivent... Mais sur cette question, justement, de l'effet d'une des conséquences de ce qu'a été cette crise migratoire et de sa gestion jusque-là, c'est que cette question est devenue, Pierre-Yves Bournazel, hautement politique. Elle est devenue, on est maintenant en primaire, en campagne de primaire à droite, on est à quelques mois d'une présidentielle, elle est devenue finalement très politique. Est-ce que vous avez été étonné par ce déplacement qu'a fait Nicolas Sarkozy, qui a donc précédé celui de François Hollande aujourd'hui? Avait-il raison de se rendre à Calais et de s'emparer de cette question de la sorte? Écoutez, chacun a l'agenda qu'il souhaite. En tout cas, je crois que c'est vrai que c'est plus difficile d'expliquer de manière générale une position pondérée, modérée, qui comprend la complexité du sujet et qui essaie de trouver des solutions durables et efficaces et concrètes. Je crois que d'ailleurs les Français... On a un peu soupé de manière générale, et je ne vise personne en particulier, je parle pour la gauche et la droite en général, des diseux. Ceux qui veulent, ce sont des faiseux. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit tout à l'heure, il y a des solutions que l'on peut trouver à court terme. Chaque Français peut comprendre que lorsqu'on fuit la guerre, notamment Syrie, l'Irak, la Libye, eh bien, on l'a vécu sur notre continent il y a quelques décennies, les déplacements de population, la guerre, eh bien, on doit pouvoir accueillir ces personnes-là. Mais on doit aussi trouver des solutions durables pour que la France soit en première ligne sur la lutte contre l'État islamique, notamment en Syrie et en Irak, et avoir une politique qui permette à ces populations, un jour, si elles le souhaitent, de revenir dans leur pays et le reconstruire. Préparons déjà l'après-guerre, ayons une vision. Et de la même façon, je veux quand même distinguer le réfugié qui fuit la guerre du migrant économique, dont je comprends la cause du déplacement, mais dont on n'a pas vocation forcément à l'accueillir sur notre territoire, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et là, on doit développer aussi à long terme, il faut avoir le courage de le dire, une politique de coopération, je disais tout à l'heure, de maintien de ces populations dans leur pays d'origine, en favorisant à l'échelle européenne, et la France doit impulser cette politique-là, le maintien de ces populations, je le disais tout à l'heure, par l'accès à l'eau et à la nourriture de qualité, ça paraît la base, mais il y a encore trop de pays qui souffrent de ces problèmes d'alimentation, d'accès à l'eau, mais aussi par l'accès à l'école et à la formation, qui vont créer aussi des talents et des cerveaux qui vont pouvoir, à l'avenir, créer dans leur pays d'origine de l'emploi et du développement. Et je crois que beaucoup de pays sont sur des bons rails. Il faut les aider, il faut les appuyer, parce que notre avenir est commun. C'est l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est des questions, on comprend, très importantes. Et Conway-Mouret, on a parlé pas mal ce soir déjà de cette crise migratoire qui est relativement récente, puisqu'on parle de la Syrie principalement et de ces vagues de migration qu'on a vues par la Méditerranée aussi ces dernières années, qui se sont amplifiées, qui se sont accrues. Mais quand on parle de Calais, le démantèlement de Sangatte remonte à 2002. C'est un problème qui existe depuis des années. Pourquoi n'a-t-il jamais été solutionné ? Je crois que le démantèlement de Sangatte a eu pour vocation d'éparpiller de fait les migrants. Ils étaient autour de 3000, je crois, à l'époque, puisque... enfin, il en restait 3000 puisque le Royaume-Uni avait accueilli la moitié de ceux-là. Donc ils étaient déjà assez nombreux.
Et donc, en démantelant le centre, je crois qu'il a été pensé que, eh bien, en éparpillant les gens, on les verrait moins et que, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des conflits qui n'existaient pas à ce moment-là, qui se sont déclarés dans certaines régions du monde et qui ont accéléré les migrations vers l'Europe de personnes qui simplement essayent de sauver leur vie et la vie de leur famille, tout simplement. Qui fuient des conflits, et je crois qu'il y a une accélération de cela. Mais si le sujet aujourd'hui est un sujet central, c'est parce que malheureusement, et vous parliez des élections aux États-Unis, il y a une montée des populismes partout. Il y a une mondialisation qui bouscule les habitudes, qui bouscule les esprits. Il y a aussi, malheureusement, dans le débat politique, un entraînement vers la peur, susciter l'émotion, relayé par les médias. Malheureusement aussi, on est un petit peu dans le sensationnel. Il y a la course à la phrase qui sera retenue dans la journée pour avoir son nom publié et vivre médiatiquement. Donc il y a cette accélération globale, et je crois que malheureusement, ce sujet est devenu central parce qu'il est central pour un certain nombre de partis, notamment les partis d'extrême droite, qui sont aujourd'hui revenus en force après avoir disparu. Et qui surenchérissent et qui utilisent justement ce vocabulaire de peur et qui surfent sur ce vocabulaire mais aussi de peur. Les Républicains. Écoutez, enfin, en tout cas pas Alain Juppé, qui a des positions qui essayent d'allier ce que je disais tout à l'heure, l'humanité nécessaire, mais la recherche de l'efficacité, puis une recherche de politique de fermeté. Car moi, je m'adresse à l'intelligence collective, pas aux passions. À l'intelligence collective, parce que je pense que beaucoup de Français peuvent comprendre que lorsqu'un réfugié est sur notre territoire, qu'il ait vocation à rester ou à partir d'ailleurs, le temps qu'il est là, il vaut mieux l'accueillir de manière digne, pour des questions d'hygiène, pour des questions de dignité de cette personne, mais même pour les riverains. C'est mieux pour tout le monde peut être gagnant. Mais ce qu'attendent aussi les Français, c'est l'efficacité de nos politiques publiques, qui ne confondent pas toutes les formes de migration et qui allient cette humanité, efficacité aussi avec la fermeté. Les Français attendent aussi que lorsqu'on n'a rien à faire sur le territoire national, les reconduites à la frontière se fassent vraiment de manière dite, mais de manière claire et suivie. De la même façon, ils attendent qu'on sanctionne les réseaux de passeurs et de mafias. On attend des résultats de la part du gouvernement français et de l'Europe en général. On attend une vraie politique de contrôle de nos frontières et qu'on dote vraiment Frontex de véritables moyens pour lutter contre l'immigration illégale. On attend l'harmonisation du droit d'asile à l'échelle européenne. C'est nécessaire si on veut être plus efficace. Je crois que les Français, quand on s'adresse à leur intelligence, peuvent comprendre ces sujets-là, mais ils veulent aussi une politique qui soit équilibrée, qui ne tombe pas dans l'angélisme, qui ne donne que le côté, j'ose dire, humanitaire nécessaire, mais qui ne voit pas toutes les problématiques aussi connexes et qui nécessitent une recherche efficace et ferme sur un certain nombre d'autres domaines. Mais il n'accepte pas non plus, je crois, le populisme et la démagogie qui consiste à dire des choses juste pour flatter quelques oreilles de Français qui peuvent être mécontents de situations qu'on peut parfois comprendre, mais qui n'amènent pas de solutions concrètes et durables. Et ça, je crois qu'on n'en peut plus et qu'on a besoin vraiment, à l'échelle du pays, d'un homme d'État qui est capable de donner un cap et une vision. Et pour ma part, moi, c'est Alain Juppé. Et vous ne trouverez jamais chez Alain Juppé de propos ou de mots qui cherchent à diviser les Français, mais plutôt à les rassembler. Si on voit la droite qui s'est emparée de cette question, certains candidats à droite, l'extrême droite, n'est-ce pas aussi une conséquence de l'inefficacité du gouvernement là-dessus? Le gouvernement de François Hollande n'aurait-il dû pas être beaucoup plus ferme sur la question, beaucoup plus proactif? Et dès le départ, on parlait au début de cette émission du fait que le président français avait attendu la fin de son quinquennat pour se rendre à Calais. L'erreur n'est-elle pas là? Non, il a attendu, comme je disais, mais je vais me répéter, la fin du quinquennat, simplement parce qu'il a attendu le moment opportun pour présenter la solution sur laquelle le gouvernement avait travaillé pendant des mois, voire des années. Je crois que si la solution avait été facile, elle aurait été réussie et imposée bien avant, parce que les migrants ne sont pas arrivés en 2012. Ils sont là depuis bien longtemps. Ce qui a été fait avec Sangatte n'a pas réussi. Les accords du Touquet
ont amené finalement un rassemblement de migrants voulant passer au Royaume-Uni, parce que la France, il faut le dire là aussi, est un pays de transit pour beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas notre pays ou qu'ils le trouvent détestable, c'est simplement qu'ils veulent rejoindre leur famille, leurs proches qui sont dans d'autres pays. Nous avons certaines communautés immigrées en France, avec des rassemblements qui se font familiaux. Et les Syriens, eh bien, n'ont pas eu traditionnellement une communauté syrienne importante en France. Donc, ils vont naturellement au Royaume-Uni ou dans des pays dont ils parlent la langue. Je voudrais rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet complexe et qu'il ne faut pas faire de mauvais procès d'intention. Mais quand même, sur la politique structurelle du chef de l'État, François Hollande, il y a une question que moi je pose. On voit ce qui est en train de se passer à Alep. On aimerait que la France soit leader à l'échelle européenne d'une stratégie et d'une politique solide pour avoir un plan d'action pour lutter contre l'État islamique de manière durable, l'éradiquer et faire en sorte de recomposer la vie politique syrienne et irakienne, avec le problème qui est lié aussi aux Kurdes, qui sont aujourd'hui malheureusement en grande difficulté avec l'intégration des nouvelles stratégies de la Turquie. Et donc on a besoin d'entendre la voix de la France et on a besoin d'action. Et pour vous, la voix de la France n'est pas entendue sur cette question. Aujourd'hui, je vois quel est l'axe russe, la politique stratégique de la Turquie, mais qui n'est pas forcément dans nos intérêts. Nous devons défendre une solution qui nous permette de retrouver rapidement la paix. Pour rapidement trouver la paix, il faut viser l'ennemi. L'ennemi, c'est l'État islamique. C'est lui aujourd'hui qui nous pose un certain nombre de problèmes. Et il faut préparer la reconstruction en Syrie pour retrouver de la stabilité dans les mois et les années qui viennent, si on veut éviter les déplacements de population. C'est s'attaquer aux racines du mal. Je crois que c'est important. Et souvent, on voit la Russie en pointe de la politique diplomatique, en Syrie notamment, et on sent la France beaucoup plus en retrait. Alors, chat échaudé craint l'eau froide. C'est vrai qu'en 2013, le président de la République avait tenté d'intervenir. M. Obama et M. Cameron l'ont lâché en race campagne. Mais d'ailleurs, c'était une intervention qui ciblait plutôt Bachar al-Assad, qui aurait peut-être renforcé l'État islamique. Là aussi, il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut. Alors, l'erreur a-t-elle été là? Oh, écoutez, moi, je crois que nous sommes très, très durs avec nous-mêmes. Nous ne faisons jamais assez, nous ne sommes jamais assez forts, et ainsi de suite. Enfin, la France, quand même, aujourd'hui, déploie notamment en Afrique et a été très seule au Mali. Heureusement que nous sommes intervenus. Quand vous parlez de l'attaque à l'État islamique, ça commence aussi par le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un califat au Mali qui aurait pu avoir des répercussions terribles sur toute la région. Nous sommes intervenus aussi en République centrafricaine pour éviter un génocide. Nous sommes présents sur le continent africain. Nous sommes présents dans la coalition contre l'État islamique en Syrie. Mais concrètement, bien heureusement, nous ne sommes pas allés en Irak, sinon nous aurions contribué aussi à déstabiliser ce pays comme nous l'avons fait, mais il faudrait, ça serait un autre débat, en Libye. Enfin, je trouve qu'au vu des capacités militaires de notre pays, de l'engagement que nous avons, nous faisons pour un petit pays. Enfin, que sommes-nous au regard de la Russie, de la Chine, des États-Unis? Nous sommes un petit pays avec une capacité militaire qui est absolument formidable et je pense que nous faisons beaucoup. Et au niveau européen, en dehors du Royaume-Uni, il n'y a pas d'autres armées. J'entends. Donc je pense qu'il faut aussi reconnaître tout ce que nous faisons sur le sol français. Je crois que le ministre de l'Intérieur, là aussi, donne des chiffres. Vous parliez de reconduite aux frontières. Elles se sont multipliées par rapport au quinquennat précédent. Donc il y a de la fermeté. Et le vocabulaire utilisé et le vocabulaire que François Hollande utilisait aujourd'hui aussi. J'ai insisté sur un point. L'intervention au Mali, je donne acte. Il faut savoir défendre l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Dans beaucoup de pays. Je parle de la Syrie. Car la Syrie, nous ne pouvions pas y aller tout seul. Est un point essentiel. Il fallait y aller avec les États-Unis et le président faut Obama a cap, refusé. Donc, une vision et une stratégie. Qu'il faut l'expliquer et qu'il faut convaincre un certain nombre de partenaires et il faut que la France soit leader. C'est sa vocation. La France a une capacité de dissuasion par sa puissance militaire et sa puissance diplomatique. C'est un échec. Aujourd'hui, on voit bien que la voix de la France et d'ailleurs de l'Europe, malheureusement, ne porte pas et que c'est la Russie qui mène le bal. Parce que les États-Unis sont faibles aujourd'hui. Peut-être, mais la France doit chercher des coalitions les plus larges possibles pour intervenir et éradiquer l'État islamique afin de libérer le pays de cette pression-là et de préparer la reconstruction
politique de la Syrie, qui est un point clé pour éviter que des populations se déplacent et meurent. Parce que ce qui se passe à Alep, là, est inquiétant. Il y a 15 jours, il y a un cessez-le-feu, on avait un espoir, et là, c'est reparti de plus belle. Et que va-t-il se passer? Il va y avoir encore des déplacements de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants que malheureusement, on ne peut que comprendre, puisqu'ils fuient la guerre, ils fuient la mort. Mais nous n'avons pas forcément la capacité d'accueillir. Merci beaucoup à mes invités d'avoir participé à ce face-à-face. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue dans quelques minutes sur France 24 et on se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat. Bonsoir.